Euh, Bonsoir, je propose que nous commencions, il est 5 heures et comme ça on pourra peut-être terminer un peu plus tôt dans cette journée pluvieuse. Tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas eu le document en français, il y en a encore sur une chaise. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas reçu ce document? Et donc c'est le document du Population Reference Bureau, le bureau d'études, enfin c'est une ONG dans laquelle je travaille actuellement, et qui a été fondée en 1929 et dont le but était de rendre disponibles les données démographiques, mais de les rendre compréhensibles pour le grand public, qu'il s'agisse des dirigeants, des professeurs d'université ou des professeurs de l'enseignement secondaire. Et c'est un peu notre produit phare, quoique aujourd'hui un lecteur très attentif mais signalé qu'il y avait une inversion de ligne, qu'on s'est mélangé les pinceaux à l'impression entre l'Irlande et l'Islande, ce qui est assez ennuyeux. Donc je vais devoir avertir ma collègue japonaise, ma voisine de bureau, qui travaille sur ce document. Et alors je vous avais expliqué que ce document est en fait préparé sur une consultation de tous les sites Internet de tous les bureaux statistiques à travers le monde. On prend les données et on les analyse, on fait des analyses dans la durée pour voir l'évolution des taux, et ensuite on publie les données démographiques et on reprend en général les projections de population des Nations Unies qui sont publiées normalement tous les 2 ans, mais dont les prochaines seront publiées en juin 2015, ce que j'ai eu l'occasion de dire hier. Alors, étant encore un peu belge, on m'a demandé de regarder les statistiques pour la Belgique. C'est un casse-tête parce qu'il y a le bureau statistique néerlandais, il y a le bureau statistique Bruxelles, il y a le bureau statistique wallon, il y a la communauté française. Enfin, je m'y suis un peu perdu, mais j'ai fini par trouver des chiffres. Alors que, chose curieuse, c'est un site, ce sont des sites, parce qu'on en a plusieurs, qui sont très bien faits, parce qu'on publie des données statistiques très précises, notamment sur la fécondité par âge, etc. Beaucoup plus précis que dans ce qu'on trouve dans d'autres sites de même nature. Mais le problème, évidemment, c'est de réconcilier tout ça, et c'est un petit peu délicat. Enfin, ça, c'est pour la petite histoire. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième conférence, la deuxième et dernière conférence de la chaire Lavoisier 2015. Donc le thème, c'était la démographie, une dimension cruciale de développement. Et hier, ce que j'ai essayé de faire, c'était de dresser un paysage démographique du monde actuellement, et en incitant beaucoup sur les structures par âge, qui sont très importantes, et de montrer aussi comment les politiques de population peuvent influencer les évolutions démographiques. Donc aujourd'hui, après le paysage démographique du monde, l'accent sera mis sur les implications de la démographie pour le développement. C'était ça un peu le thème de la chaire Quetelet, au demeurant, c'était de voir la démographie en tant qu'une dimension cruciale du développement. Je pense que c'est une dimension cruciale, mais c'est une dimension qui est méconnue et qui est parfois même occultée, parce que c'est des sujets qui sont parfois brûlants, surtout quand il s'agit de faire baisser la fécondité dans des pays à forte fécondité, des pays pauvres, ou quand il s'agit de traiter de l'immigration, comme on le voit actuellement dans les pays industrialisés, ou encore d'autres pays comme le Japon qui, eux, refusent l'immigration tout simplement, ou qui essayent de la freiner, et qui sont au-devant d'autres problèmes démographiques. Et ça, c'était un deuxième thème de mon propos hier, c'est de montrer que la situation démographique dans le monde n'est pas uniforme. Elle est en fait très fragmentée, elle est très diverse. Il y a des pays qui sont en forte progression démographique, en forte croissance, d'autres qui sont au contraire en décroissance et en dépopulation, d'autres qui connaissent l'immigration, d'autres encore qui sont en train de terminer leur transition démographique et leur transition de fécondité. Donc c'est un paysage extrêmement divers, et à ces dimensions, je dirais, de fécondité s'ajoutent des dimensions d'urbanisation. Nous en avons parlé hier. La moitié du monde était urbanisée à partir de 2009, 50%.
Maintenant, c'est 53% d'après le Population Reference Bureau. Et on parle de 2 tiers environ de la population mondiale en milieu urbain en 2050. Mais il faut évidemment être prudent parce que la définition des niveaux urbains est très différente. Si vous avez 200 personnes en Norvège, vous avez une ville, il en faut 15 000 en Inde, donc c'est très différent et ce n'est pas toujours très comparable. Alors, comme vous le savez, j'avais fait un livre en 2012 sur les politiques de population dans le monde. Et ce livre a été résumé par la suite en français pour la collection Académie en poche. Une collection excellente que je vous recommande, 5 €. Et malheureusement, il est épuisé pour le moment, mais si vous laissez votre nom ou bien vous le commandez en ligne, c'est en train d'être réimprimé incessamment sous peu, comme on dit. Et donc aujourd'hui, ce que je vais faire un bref rappel de la démographie, de ce qu'on a discuté hier. Ensuite, je vais discuter justement des différents secteurs de développement, des objectifs de millénaire pour le développement, les objectifs du millénaire pour le développement, qui seront remplacés par les SDG, les Sustainable Development Goals. Et après, je vais passer en revue certains secteurs de développement, certaines questions assez brûlantes. Et ensuite, il y en a 5 ou 6 que je vais passer en revue. En fait, il y en a 6. Et ensuite, je ferai une synthèse. Alors, le bref rappel de hier, vous avez vu ce graphique, c'est le graphique de l'évolution de la population mondiale. Je rappelle qu'on est 7,3 milliards d'habitants. Il s'en est ajouté quelques-uns depuis que j'ai parlé hier d'ailleurs. Et en 2050, on sera, d'après l'hypothèse moyenne, medium variant des Nations Unies, projection de 2012, nous serons à peu près à 9,6 milliards d'habitants, à supposer que la fécondité commence à converger partout vers un niveau de 2,1, le fameux niveau de remplacement des générations. Et cela suppose 2 choses. D'une part, que les pays à forte fécondité baissent assez rapidement, ce qui n'est pas du tout acquis, ce qui n'est pas certain. Et d'autre part, que d'autres pays qui se trouvent en sous-fécondité, en dessous de 2,1, voire même en sous-fécondité, 1,2, 1,3, comme c'est le cas de la Corée actuellement, puissent remonter leur fécondité et aussi converger vers le 2,1. D'ailleurs, ce problème de convergence ou de non-convergence, est-ce qu'il y a un fossé? Est-ce qu'il y a un demographic divide, comme disent les anglo-saxons? Est-ce qu'il y a un fossé démographique entre les pays ou bien y aura-t-il éventuellement une convergence démographique? C'est une question qui n'est pas du tout résolue. Alors vous voyez ici, et je ne sais pas si... Ah voilà, j'ai un pointeur. Dans les pays développés, donc, il n'y aura que 2% de croissance, surtout aux États-Unis, mais ces 2% arrivent par immigration et viennent en général des pays en développement. Et les pays en développement, c'est tous les pays en dehors de l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, l'Europe, bien entendu, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Une définition, une classification un peu boiteuse, puisque des pays comme Singapour, Corée du Sud, Israël, pourraient évidemment se retrouver dans la colonne des pays développés. Et alors ces pays en développement vont avoir 98% de la croissance future à venir. Et si on est 7,3 milliards actuellement et qu'on doit encore ajouter quelques milliards d'habitants et arriver à 9,6 milliards, cela va se produire dans les pays en développement, les pays émergents, mais aussi des pays moins avancés. Et ceci, tout au-dessus, est un sous-groupe, à peu près 1 milliard d'habitants, de 48-49 pays, ça dépend comment on compte. Parfois, il y en a un de plus quand le Soudan est séparé en 2 pays, et qui sont les pays les moins avancés, dont la plupart, mais pas tous, se trouvent en Afrique subsaharienne. Alors une autre question qui est intéressante, c'est de savoir quand est-ce qu'il y aura un pic en population. Vous avez entendu parler du pic du pétrole, quand est-ce qu'il y aura, le pétrole va arriver et puis que les ressources vont commencer à diminuer, quand il y aura un pic de population. Et là, il y a débat, parce qu'il y a eu récemment un article dans Science qui était fait par des gens de la division de population, Patrick Gerland et ses collègues, qui a prétendu que finalement le pic de population serait probablement atteint au début
du prochain siècle. À cela, Wolfgang Lutz et les gens du Vienna Institute of Demography à Vienne ont dit non, 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 le pic de population va se produire beaucoup plus tôt, déjà vers 2060, 2070 ou 2080, parce que les niveaux d'éducation vont augmenter, etc. En fait, ce n'est pas du tout clair, c'est une question qui est en débat, et beaucoup de choses vont dépendre de ce qui va se passer en fait en Afrique subsaharienne, parce que l'Afrique, le XXIe siècle, à mon humble avis, sera le siècle de la démographie africaine, d'1 milliard d'habitants à 1,1 milliard d'habitants avec l'Afrique du Nord, on pourrait passer facilement à 4 milliards d'habitants à la fin du siècle, c'est-à-dire d'ici 85 ans. Maintenant, à nouveau, il faut être prudent parce que les hypothèses qui sont à la base des projections peuvent changer. Et je vous ai dit que les Nations Unies, en 2012, avaient tenu compte au Nigeria d'un indice synthétique de fécondité, le nombre moyen d'enfants par femme, de 6 enfants par femme. Mais alors, patatras, la nouvelle enquête de démographie et de santé est sortie et la fécondité était à 5,5. Alors évidemment, si sur une grosse population, vous projetez une fécondité d'un demi-enfant en moins, vous avez évidemment des résultats très différents. D'après les Nations Unies, en regardant les projections, même en hypothèse moyenne, on arrivait à un Nigeria qui était assez important au point de vue population et qui, je pense, se classait même finalement à la fin du siècle en 3e position après l'Inde et la Chine, ce qui est quand même assez étonnant. Alors évidemment, les gens de Vienne sont tombés sur le DHS comme une poule sur un verre, ils étaient tout contents, la fécondité avait baissé au Nigeria. Et ils ont dit non, non, vous verrez, les choses vont s'enclencher, etc. Alors je crois qu'il y a des arguments des deux côtés. Il se pourrait qu'il y ait une accélération des processus. Et actuellement, dans le cas de l'Éthiopie, j'observe en effet qu'il y a eu une véritable accélération de la transition depuis 25 ans, et même ces 15 voire 10 dernières années. Donc on pourrait très bien imaginer qu'il y ait une réponse d'autorégulation à des pressions de population très fortes dans certains pays et que les choses aillent plus rapidement. Mais on peut aussi imaginer des pays, comme c'est le cas actuellement au Niger, où il y a 7,6 enfants par femme en moyenne, fécondité la plus élevée du monde. On pourrait très bien imaginer des pays qui finalement ne peuvent pas gérer leur surplus de population. Alors pour continuer dans le rappel de hier, ce graphique est intéressant parce qu'il présente la population du monde, c'est la pyramide des âges, les hommes à gauche et les femmes à droite toujours. Et c'est une des questions que je pose à mes étudiants en undergraduate course. Et on voit ici la population du monde en 70 et puis en 2014, et on voit qu'elle s'est formidablement rétrécie à la base. Je parle non pas de la population, mais je parle de la pyramide des âges, de la structure par âge. Et là, on voit évidemment qu'il y a une baisse importante de fécondité. Et une bonne partie de ceci, d'ailleurs, s'explique par ce qui s'est passé en Asie et particulièrement en Chine, où il y a eu un coup de frein assez extraordinaire sur la fécondité en 1979 avec l'adoption de la politique de l'enfant unique. Alors vous verrez dans le dépliant que vous avez également une pyramide des âges pour l'Afrique dans son ensemble, et que là les choses n'ont pas vraiment beaucoup changé, si ce n'est en Afrique du Nord et dans d'une large mesure en Afrique australe. Mais l'Afrique australe, les 5 pays qui la composent, ne forment que 7% de la population totale de l'Afrique subsaharienne. Les grosses machines démographiques en Afrique se trouvent en Afrique de l'Est, évidemment en Afrique de l'Ouest avec le Nigeria. Le Nigeria étant le pays le plus peuplé, suivi par l'Éthiopie, 95 millions d'habitants, et tout de même aussi la RDC, qui est potentiellement un grand pays dans le monde. Vous vous souvenez également des niveaux de fécondité, 13% de la population mondiale en 2013 vivait dans des pays avec au moins 4 enfants par femme, c'est surtout les pays les moins avancés.
les fameux PMA, ce qu'on appelle aussi le bottom billion, le milliard qui se trouve au fond du panier. C'est l'expression de Paul Collier, qui est un économiste à Oxford. 39% dans des pays entre 2,1 et 4 enfants par femme, le fameux niveau de remplacement, groupe de pays très divers. Israël, par exemple, se trouve à 3 enfants par femme, ce qui est assez élevé pour un pays relativement industrialisé. Et finalement, 48% d'habitants dans des pays où il y a moins de 2 enfants, 1 par femme, et parfois beaucoup moins. Donc il y a 2 cas dans la sous-fécondité, des pays qui sont à peu près 1,9, c'est le cas des États-Unis, 1,8, et puis des pays qui sont beaucoup plus bas au point de vue fécondité. Et maintenant, on voit même des situations de vraiment sous-fécondité. Certaines villes asiatiques, et je pense que c'était un chiffre d'Isabelle Attané sur la Chine, il y avait 0,6 enfants par femme à Shanghai, ce qui est quand même très faible. Alors Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, chose curieuse, c'est à 1,7 enfants par femme. Ils sont en dessous du niveau de remplacement pour toutes sortes de raisons, logement, séparation des couples, accès aussi à la contraception et à l'avortement. Alors, dernier graphique dans cette partie de récapitulation, la fécondité par région de 1970 à 2050. Et là, la grande question qu'on pose, est-ce qu'on va justement atteindre une convergence ou non? Est-ce que le monde va converger au même niveau de fécondité? Ce n'est pas absolument garanti. Il n'est pas certain que les pays africains souhaitent avoir 2,1 enfants par femme. Il n'est pas certain non plus que les pays à faible fécondité comme la Corée, la Russie, etc., la Bulgarie, Taïwan, puissent arriver à faire remonter leur fécondité à un niveau de remplacement des générations. Donc ce n'est pas du tout clair. Et là où il y a aussi débat, parce qu'il y a des gens qui sont des convergents et des optimistes de nature, et d'autres qui sont au contraire partisans de mettre l'accent sur la formidable différence démographique qu'il y a entre des pays très industrialisés et des pays, surtout parmi les pays les moins avancés, le sous-groupe des pays en développement, à peu près pas loin de maintenant d'1 milliard d'habitants. Alors après ce rappel, on en arrive à la deuxième partie de cette présentation, qui est en fait toujours un préliminaire avant le passage en revue de 6 secteurs de développement. Alors, population et développement, vous connaissez tous les OMD. À la Banque mondiale, on avait même reçu une petite carte de crédit avec les OMD, donc on ne pouvait pas les oublier, on devait toujours les apporter dans les réunions. Et donc, comme la carte American Express était très utile. Et l'idée, c'était Bon, ça a été adopté en 2000, en grande pompe, par tous les gouvernements, etc. Mais c'était un peu controversé parce qu'on n'a pas voulu trop parler de population. Il y avait l'UNICEF. L'UNICEF a le Saint-Siège dans son conseil d'administration, en tout cas en tant qu'observateur. Donc il ne fallait surtout pas parler de contraception. Donc on a laissé filer les choses. Mais enfin, il y avait une série d'objectifs. Réduire l'extrême pauvreté et la faim. Enfin, vous les voyez. Assurer l'éducation primaire. J'insiste, primaire. Parce que maintenant, on va passer à l'éducation secondaire. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile. Et alors, il y en avait 8, améliorer la santé maternelle. Ça, c'est le 5e objectif du millénaire. Et ensuite, VIH, sida, paludisme et autres maladies. Il y avait la malaria. Maintenant, il y a la crise de l'Ebola dont on a parlé. Préserver l'environnement. Et le dernier, peut-être assez important et peut-être un des plus importants, mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Et vous avez entendu certainement parler des débats entre les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre concernant la nouvelle banque d'infrastructures que les Chinois veulent créer à Shanghai. Alors, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne veulent devenir des membres fondateurs. Les États-Unis ne veulent pas parce qu'ils trouvent que ça fait double emploi avec la Banque asiatique de développement et avec la Banque mondiale. Donc cette architecture de développement n'est pas vraiment quelque chose qui est mis en place pour le moment. Alors,
finalement, les OMD sont importants parce que 7 des 8 objectifs, en fait, vont dépendre des évolutions démographiques, des variables démographiques. Mais au départ, les OMD ont négligé les questions de santé et de la reproduction. Et c'est un collègue et ami, Stan Bernstein, au FNUAP, à New York, qui a bataillé et qui a introduit un objectif supplémentaire, un target, parce que les objectifs sont les objectifs, mais il y a des cibles quantifiées. Et il a introduit le 5B, le fameux target 5B, en 2005, mais on avait quand même perdu un peu de temps. Alors en 2015, ces objectifs du millénaire pour le développement seront remplacés par les SDG, les Sustainable Development Goals, et il y aura un sommet aux Nations Unies à l'Assemblée générale pour les adopter. Il y a eu l'année dernière, en 2014, une journée consacrée aux questions de population, et c'était un peu le CARE plus 20, c'était 1994 plus 20, on revisitait les questions démographiques, mais cette fois-ci, il y aura l'adoption de SDG avec probablement deux priorités. Ce n'est pas encore très clair parce qu'il y a toujours des discussions. L'éducation secondaire, ça va complètement changer, et le genre et l'autonomisation des femmes. L'éducation secondaire, c'est important parce que d'habitude, dans toutes les statistiques internationales, dans toutes les études, les dépendants, ce sont les gens de 0 à 15 ans. Et certains démographes, dont je suis, d'autres collègues, pensent qu'il faudrait en fait avoir les dépendants de 0 à 19 ans. Étant parent moi-même, j'ajouterais même, et je dirais même jusqu'à 35 ans. Parce que les enfants sont toujours dépendants finalement. N'empêche, si dans des économies modernes on a besoin de capital humain, ce n'est pas uniquement l'éducation primaire qui va emporter, qui va changer les choses, il faudra une éducation secondaire, et donc il faudra passer de 12 ans à 18 ans. Donc il faudrait en fait avoir des dépendants qui aillent de 0 à 19 ans révolus ou de 0 à 20 ans exact. C'est une proposition que nous faisons, on n'a pas encore eu beaucoup d'écho jusqu'à présent, mais de plus en plus on essaye de faire, quelques collègues et moi, on essaye de faire passer cette idée, qui est une idée assez nouvelle d'ailleurs, mais je pense que finalement les gens vont y venir parce que l'éducation primaire à elle seule ne peut pas vraiment créer une transformation des économies et former le capital humain de la force de travail de demain. Alors, toujours en parlant des secteurs de développement, puisque le thème un peu de cette deuxième partie de l'introduction, c'est population et développement, j'ai listé ici tous les secteurs de développement dans la Banque mondiale. Alors, il y en avait 19, maintenant ils les ont ramenés à 15. Ils appellent ça maintenant des Global Practice, les noms changent, il y a des noms extraordinaires. Il y a même un Global Solution Leader qui va être engagé. Donc il n'y a plus de problème, maintenant il n'y a plus que des solutions, il y a des solutions. Et quelqu'un qui va s'occuper de la population, et que j'ai eu l'occasion évidemment de briefer, puisque je suis un ancien de la banque, donc je connaissais les rouages et toutes les champs de mines de l'institution en ce qui concerne la population. Alors vous voyez qu'il y a agriculture, énergie, je ne vais pas tous les passer en revue, gouvernance, l'eau, changement climatique évidemment, santé, nutrition et population, donc ce qu'on appelle HNP, Health, Nutrition, Population. Alors en général, Health est très grand, le H est grand, la nutrition est déjà plus petit et la population, il faut une loupe pour le voir. Parce qu'on ne s'en occupe pas beaucoup. Pauvreté, commerce, éducation, etc., etc. Et tous ces secteurs, évidemment, interagissent les uns avec les autres, avec des besoins de financement plus ou moins importants. Évidemment, je ne pouvais pas les prendre tous et chaque fois essayer de voir l'impact de la démographie sur ces différents secteurs. Et j'ai décidé finalement d'en choisir une demi-douzaine. Et en commençant par celui de la demande sociale, puisque si vous voulez former le capital humain, il y a une véritable demande sociale pour l'éducation et la santé qu'il faut satisfaire. Et ensuite, je vais m'étendre assez longuement sur un thème qui est très porteur actuellement et qui est celui du dividende démographique. C'est un peu
pardonnez-moi l'expression, un peu familière. C'est un peu la tarte à la crème actuellement, tout le monde parle de ça. C'est ce qui s'est passé en Asie de l'Est. On prétend que les transformations démographiques, certains économistes les évaluent à peu près à 40% de la croissance économique des pays du miracle asiatique, les fameux tigres asiatiques. Et donc maintenant, c'est un débat qui revient en force sur l'Afrique. Est-ce que l'Afrique, à son tour, pourra bénéficier d'un dividende démographique? Mais je vous en dirai plus dans quelques instants. Et enfin, ensuite, la sécurité, la démographie et la sécurité, aussi un thème très étudié pour le moment. Je parlerai rapidement des migrations, de l'environnement et du problème de l'eau. Vous suivez actuellement tout ce qui se passe malheureusement au Yémen, pays qui souffre du stress hydrique, mais qui souffre aussi d'un énorme problème de population. Et c'était un peu une chose que nous attendions dans le monde du développement. On attendait un petit peu la catastrophe au Yémen parce qu'on la voyait venir à cause justement de ces deux stress, plus les problèmes politiques, plus l'insécurité. Alors, on en arrive maintenant, puisque je vais passer en revue les 6 secteurs que j'ai choisis, au cœur de cette présentation d'aujourd'hui. Et je commence rapidement par la demande sociale, ça tombe sous le sens. Plus vous avez de gens dans une population, et on parle quand même, ici je prends un cas extrême, le Niger, où on est à peu près à 50% de gens de moins de 15 ans. C'est quand même assez extraordinaire dans une structure par âge extrêmement jeune. Ça peut être 49, mais je pense que le dernier chiffre du PRB, c'est 50% de jeunes de moins de 15 ans. Si on prenait évidemment les jeunes de moins de 20 ans, comme je le suggère, on arriverait à un chiffre encore plus important. Et c'était d'ailleurs le titre d'un rapport que j'avais écrit avec mon collègue Jean-Pierre Guingamp, nourrir, éduquer et soigner tous les Nigériens. C'était vraiment très ambitieux, mais ça a fait beaucoup de bruit à l'époque au Niger, parce que l'opposition s'est saisie du rapport en disant, vous voyez, les gens de Washington ont dit qu'il fallait nourrir, éduquer et soigner tous les Nigériens, et qu'est-ce que vous faites? Donc le président Tanja, à l'époque, il a déclaré que c'était très important, évidemment, puisque l'opposition avait dit que c'était important. Donc c'est comme ça que petit à petit, on est arrivé à remettre cette question de population sur le tapis. Mais alors, évidemment, le gouvernement a voulu créer un ministère de la population, et ça, c'était la fin des haricots, parce que il fallait pas, je pense, institutionnaliser, bureaucratiser cette question. Il fallait probablement confier le travail à des ONG, prendre des projets pilotes, les mettre à échelle, comme j'ai dit hier, et véritablement obtenir un changement. Et puis, il fallait aussi que il y a un engagement politique, ce qui n'était pas vraiment le cas, parce que bon, il y a la polygamie, il y a le mariage précoce, enfin on va pas toucher à tout ce qui a fait la vie et ce qui fait la vie des populations à Oussa essentiellement, qui sont vraiment à la base du soutien politique au Niger. Donc, demande sociale pour l'éducation, pour la santé. Bon, c'est quand même un pays dont la population double tous les 17-18 ans. Ça va très très vite. Donc il faut prévoir 2 fois plus d'hôpitaux, il faut prévoir 2 fois plus d'écoles, il n'y a pas d'enseignants, il faut former des enseignants. Donc il y a toute une série de problèmes qui interagissent, et ce n'est pas simplement construire des écoles et puis attendre les enfants. Il faut qu'il y ait des professeurs, il faut qu'il y ait des livres, il faut qu'il y ait des cantines scolaires, il y a toute une infrastructure. Maintenant, si on prend un autre pays que vous connaissez aussi, la Corée du Sud, là on se trouve dans un problème très différent, puisqu'il s'agit d'un pays en vieillissement très rapide, avec une fécondité qui est maintenant de l'ordre de 1,3. À un moment, les Coréens étaient à 1,15. Donc, quand on donne le deuxième chiffre après la virgule pour l'indice synthétique de fécondité, c'est que les choses vont très mal. Ils ont réussi à remonter à 1,3, mais ils ne parviennent pas vraiment à remonter leur fécondité pour toute une série de raisons, y compris le coût de l'éducation, etc. Et là, il y aura une autre demande sociale. Ce sera la demande sociale pour le vieillissement, pour l'éducation, dont le coût est très cher, une demande sociale pour le logement, une demande sociale pour l'accompagnement des personnes âgées, etc.
Alors j'ai eu l'occasion hier et aujourd'hui de lire, il y a pas mal d'articles dans la presse sur Singapour, puisque l'ancien président vient de décéder. Et là aussi, il y a un modèle assez extraordinaire, mais qui est un peu à la croisée des chemins. Est-ce qu'ils pourront continuer avec une population active qui est en train de se réduire? Est-ce que le Singapour, cette ville, c'est une cité-État, pourra continuer sur sa lancée comme auparavant? C'est pas du tout clair. Alors, deux choses dont j'ai déjà parlé hier aussi en partie, pour cette satisfaction de la demande sociale, notamment en santé. Il y a des expériences qui ont été faites, le Rwanda, les Result-Based Financing, c'est-à-dire de donner des intéressements financiers aux gens qui donnent des services. Ça a bien marché. Il y a pas mal de problèmes éthiques parce que l'USAID ne voulait pas faire cela parce qu'on estimait que c'était de la coercition. La Banque mondiale a quand même décidé de le faire, donc ça s'est bien passé au Rwanda. En Éthiopie, il y a eu les fameux Health Extension Workers qui ont travaillé, les 35 000 agents de santé qui ont été déployés dans tout le pays grâce à la vision du ministre justement de la Santé, Tedros Ghebreyesus, que j'avais eu l'occasion de rencontrer à Addis Abeba il y a 3 semaines. Et ici, on voit justement ces gens qui sont en train de visiter le pays. C'est assez impressionnant, je dois dire. J'ai eu l'occasion moi-même de voyager pas mal à l'intérieur de l'Éthiopie. Et il y a vraiment un souhait des femmes d'accéder à la contraception. Et j'ai vu près du lac Tana, au nord-ouest du pays, un groupe de 15 femmes qui avaient marché 2 jours en groupe pour venir avoir leur injection contraceptive qui allait les protéger d'une nouvelle grossesse pendant 3 mois. Et puis elles retournent après pendant 2 jours en bande dans leur village tellement. Et ce sont des agents de santé qui ne sont même pas médecins, mais qui sont habilités à donner des piqûres. Rassurez-vous, je ne suis pas un vrai docteur, je ne fais pas d'injection, je suis un faux docteur et je ne fais que des projections. Mais je trouve que c'est un très très beau programme. J'en arrive maintenant au deuxième des secteurs que j'essaye de passer en revue, c'est celui des dividendes démographiques. Et ici, je vais m'étendre plus longuement parce que c'est un sujet vraiment très important et qui est un peu qui domine un petit peu les discussions actuellement en démographie. Il y a une séance à la conférence de la Population Association of America en San Diego à la fin du mois d'avril. Il y a une séance qui est consacrée aux dividendes démographiques et que j'ai l'honneur de présider. Je suis en train de travailler un livre avec un collègue suisse, un livre qui sera un livre de différents chapitres sur les dividendes démographiques en Afrique. La Banque mondiale est en train de publier un volume, un travail que j'avais initié avant de quitter la banque à la retraite sur le dividende démographique. Donc tout le monde parle du dividende démographique, tout le monde s'occupe du dividende démographique, que ce soit au Sénégal. Et récemment, il y a eu une présentation qui a été faite au président Museveni d'Ouganda sur le dividende démographique. Et c'est quand même cette discussion du dividende démographique qui a commencé à changer un petit peu les idées du président Museveni, qui était très populationniste. J'ai un très bon ami ougandais qui est allé un jour trouver le président Museveni chez lui. Il a dit « Monsieur le Président, vous vous rendez compte ? La population a atteint 22 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, mais c'est magnifique, je vous félicite, c'est une très très bonne nouvelle. » Donc il était complètement pris à contre-pied par le président Yoweri Museveni qui veut avoir un Ouganda fort pour évidemment faire la concurrence avec la Tanzanie et le Kenya, puisqu'ils sont dans le même groupement économique, comme vous le savez, et auquel se sont ajoutés récemment d'ailleurs le Rwanda et le Burundi. Donc cette question de dividendes, elle revient sur le tapis, mais il faudrait d'abord essayer de le définir et puis dire en quoi est-ce que c'est important. Alors je fais un petit retour en arrière, c'est que en analysant le miracle asiatique, il y a des chercheurs qui ont conceptualisé ce dividende démographique. Alors parfois je dis, mais c'est un peu une demi-boutade, que c'est une théorie ex post qu'on a créée pour essayer de comprendre ce qui s'était passé dans les pays asiatiques. Et on s'est rendu compte qu'en plus des bonnes politiques
publiques, des politiques économiques, l'épargne, les investissements, l'éducation, et c'était le cas entre autres de la Corée, qui est quand même un pays assez remarquable. On a vu que la baisse de fécondité était déterminante pour justement le développement économique de ces tigres asiatiques dans les années 80 et 90. Et comme je le disais il y a quelques instants, il y a à peu près 40% de la croissance économique du miracle asiatique qui était liée justement aux transformations démographiques et à la baisse de fécondité. Maintenant, la question, si on se tourne vers l'Afrique, c'est quand est-ce qu'on... C'est bien d'avoir des tigres asiatiques, mais on aimerait avoir quelques lions africains quand même. Alors, est-ce que l'Afrique pourrait aussi bénéficier de ce dividende? Est-ce qu'elle... C'est pas évident parce que le contexte économique a complètement changé. Il y a une véritable révolution technologique, il y a des communications accrues, une globalisation accrue également. Et cependant, nous pensons que malgré tout, la démographie compte. Population Matters, et c'était d'ailleurs un des livres publiés au début des années 2000 par Nancy Bursdall et ses collègues. Population Matters chez Oxford University Press, qui était vraiment un livre qui faisait le point sur cette question du dividende démographique. Et il y avait auparavant la Rand Corporation qui avait également fait du travail dans ce domaine. Et les deux pères fondateurs, si je peux dire, du dividende démographique sont David Bloom et David Canning, qui sont des professeurs à Harvard. Et David Canning était d'ailleurs le chef d'équipe pour l'étude de la Banque mondiale pour le dividende démographique dans la région Afrique. Alors la définition du dividende, c'est une augmentation du produit intérieur brut qui est amenée par une population active qui est plus grande. Vous vous souvenez que s'il y a une baisse de fécondité, la structure par âge et la pyramide va se rétrécir à la base. Et donc, automatiquement, vous avez plus d'actifs, au moins de manière relative. Et ensuite, vous avez moins de dépendants parce qu'il y a moins de naissances. Donc, si vous parvenez à rectangulariser la base de la pyramide grâce à une baisse de fécondité, vous arrivez finalement à une situation où le nombre de naissances chaque année va rester stable, ce qui est déjà le cas de l'Éthiopie actuellement. J'ai travaillé sur ces données il y a quelques semaines, et on voit que l'Éthiopie, qui est passée de 7,2 enfants par femme en 90 à 4,1 enfants par femme maintenant à la dernière enquête démographie et de santé en 2014, quand même très rapide, est parvenue déjà à stabiliser, à maintenir constant le nombre de naissances, donc à la base de la pyramide. Donc cette base de la pyramide va devenir rectangulaire, ne va plus s'élargir constamment comme auparavant, et alors on va avoir un changement de la structure par âge qui est causé par une mortalité et une fécondité beaucoup plus faible. On va avoir relativement plus d'actifs dans la population et beaucoup moins de dépendants, c'est-à-dire des gens de moins de 15 ans, voire même de moins de 20 ans. Et les taux de dépendance vont s'améliorer, ce qui va libérer des ressources. Actuellement, dans un pays jeune au point de vue démographique, on a environ un actif pour un dépendant. Et pour obtenir un dividende démographique, il faut à peu près, grosso modo, un actif pour un demi-dépendant. Donc, au lieu d'avoir un adulte pour un enfant, on a 2 adultes pour un enfant, grosso modo. J'ai fait récemment des calculs sur le Bangladesh, et le Bangladesh est justement en train d'entrer, cette année ou l'année prochaine, pensons-nous, dans sa fenêtre d'opportunité pour le dividende démographique, parce que justement les rapports de dépendance arrivent à ce seuil critique de 0,5 dépendants pour un adulte, ou autrement dit 2 adultes pour un dépendant. Alors vous avez revu ce graphique hier, et je le reprends ici avec les différentes étapes de la transition démographique, donc baisse de la mortalité et de la natalité qui sont en équilibre élevé au départ et qui arrivent à un équilibre, un nouvel équilibre, mais à des niveaux beaucoup plus bas. Et j'ai ajouté quelques pays sur lesquels vous pourrez regarder. Ces diapositives seront mises sur le site du Collège Belgique et donc vous y aurez accès.
Alors le graphique suivant est important parce que au sommet, là, vous reconnaissez le graphique classique de la transition démographique, mais en revanche, ici vous voyez que la croissance démographique est suivie avec un certain recul par une croissance importante de la population active, c'est-à-dire la deuxième courbe ici. Et bien entendu, et ça je vous ai expliqué hier, quand vous entrez en transition démographique, comme la mortalité baisse très rapidement, il y a une croissance forte, une accélération de la croissance démographique qui finalement finit par baisser quand on arrive en bout de transition comme ici. Mais on voit que c'est surtout, et ce sont des graphiques qui viennent justement de travaux qui ont été faits sur les dividendes démographiques, on voit qu'il y a une augmentation assez importante de la force de travail. Alors ces changements démographiques, ils amènent un surplus économique et on peut utiliser ce surplus pour renforcer l'économie en faisant des investissements en capital humain, donc c'est le Human Capital Formation, ou Human Capital Investment, éducation et santé, ce qui est évidemment fondamental, plus logement, etc., plus évidemment emploi rémunéré. On peut faire des investissements productifs, parce qu'il y a moins d'argent qui doit aller aux dépendants, donc on a de l'argent qu'on peut mettre à des investissements, des routes, l'énergie, problème énorme, notamment en Afrique, et surtout acquérir des biens publics, c'est-à-dire des biens qui vont profiter à tout le monde, comme éradication de la malaria, vaccination, eau potable, etc. Et aussi, on peut améliorer les différents niveaux de consommation. Cependant, un dividende démographique n'est pas automatique. La croissance économique peut être freinée ou accélérée, freinée par de mauvaises politiques ou encore mal utilisée, mais on peut aussi accélérer la croissance économique avec de bonnes politiques. Donc la prudence impose et on voit qu'on a besoin de bons investissements et de bonnes politiques, mais on a aussi besoin de saisir le dividende démographique parce qu'il ne se présente qu'une seule fois. Et c'est une fenêtre d'environ une cinquantaine d'années. Et il y a des pays, notamment en Amérique latine, qui ont vu s'ouvrir cette fenêtre d'opportunité, mais qui n'ont pas saisi leurs dividendes. Et les dividendes n'ont pas été vraiment captés grâce à des bonnes politiques. L'essentiel, et on revient toujours sur la même chose, c'est la transformation des structures par âge. Et ici, je prends l'exemple de la Thaïlande, qui a connu une transition de fécondité très rapide. De 70, on passe à 90 et ensuite à 2010. Donc tout ça, c'est déjà de la démographie historique, puisqu'on est plus loin. Et on voit qu'il y a une baisse très rapide de la fécondité qui a amené justement une transformation fondamentale de la structure par âge, avec ici un nombre d'actifs relativement plus important et un nombre de dépendants moins important, etc. Et ça, c'était entre autres grâce aux fameux programmes de planification familiale qui ont été faits par ce champion dont j'ai parlé hier, Michai Viravadia, qui était un activiste du planning familial. Alors, par la suite, j'ai deux graphiques qui sont plutôt intuitifs. L'un montre que les structures par âge peuvent freiner la croissance économique parce qu'il y a peu de gens actifs ici et il y a beaucoup de dépendants. Et le graphique suivant est le graphique inverse où il y a beaucoup plus d'actifs et beaucoup moins de dépendants. Ce sont des graphiques qui ont été préparés par le Population Reference Bureau et que j'ai eu l'occasion de présenter lors d'une conférence il y a quelques semaines à Addis Ababa. Alors justement, on en vient à l'Éthiopie et là on voit cette formidable transformation démographique entre la fécondité d'une part qui est en train de baisser rapidement et les chiffres de fécondité se trouvent à gauche et on est à peu près maintenant à 4,1 et probablement même un peu plus bas. Et en revanche, le taux de prévalence contraceptive va augmenter de manière extrêmement rapide. Le pourcentage est à droite. Le taux de prévalence contraceptive, c'est le nombre de femmes qui utilisent une méthode en général moderne de contraception. Donc c'est un pourcentage de femmes généralement en union. Et c'est quand même assez important.
Et j'avais été alerté parce qu'il y a déjà quand même de nombreuses années que je travaille sur l'Éthiopie. J'avais fait le rapport Capturing the Demographic Bonus pour la Banque mondiale, qui avait eu d'ailleurs un certain impact puisqu'il avait été présenté au cabinet à Meles Zenawi qui est décédé récemment. Et l'Éthiopie, finalement, ils n'avaient pas vraiment agi sur cette question démographique, mais là, depuis une quinzaine d'années, ils s'y sont mis, sans trop dire d'ailleurs qu'ils faisaient des politiques antinatalistes, mais ils ont mis en place toute une série de choses. Ils ont libéralisé la loi sur l'avortement, ils ont bénéficié de l'aide des États-Unis pour la contraception. Et tout ça s'est fait en plus dans un système de décentralisation, parce que l'Éthiopie a été fortement décentralisée suivant les régions. Donc chaque région doit faire son budget, c'est un petit peu compliqué. Ça ne veut pas dire que tout est rose en Éthiopie. Il y a encore 3 ou 4 régions qui ont toujours une fécondité supérieure à 5 enfants par femme, mais dans l'ensemble, il y a eu quand même un changement fondamental. Il y a aussi 2 Éthiopies, si vous voulez. Il y a une Éthiopie chrétienne au nord et une Éthiopie plus traditionnelle et voire animiste au sud. Il y a l'influence de l'islam. Enfin, c'est un pays assez complexe, mais il y a tout de même, comme vous le voyez, des changements très importants. La question maintenant, et j'en parlais hier aussi, est-ce que l'Éthiopie pourra aller jusqu'au bout de cette transition démographique? Est-ce qu'ils pourront arriver au fameux 2,1? C'est pas du tout clair, c'est pas certain. Peut-être la fécondité désirée est toujours relativement élevée en Éthiopie. On voit aussi dans les besoins non satisfaits en planification familiale qu'il y a beaucoup plus de besoins non satisfaits pour espacer les naissances que pour les limiter. Donc là, il y a déjà, et ça pourrait être un indice que l'on pourrait arriver à un ralentissement de la baisse de la fécondité et peut-être même un palier dans la baisse de la fécondité, le fameux fertility stall, mais on n'est pas du tout sûr pour l'instant de ce qui va se passer. Donc on attend toujours les prochaines enquêtes de démographie et de santé. Alors, cette transition démographique, justement, et je vous en ai déjà dit un mot en ce qui concerne l'Éthiopie, est évidemment très variable selon les pays. On a parlé, je ne sais pas si on a parlé de l'Inde hier, mais l'Inde du Nord est beaucoup plus féconde que l'Inde du Sud. Le Kerala est au sud-ouest de l'Inde est déjà en dessous du niveau de remplacement depuis longtemps, mais l'Uttar Pradesh, c'est une autre affaire. Donc, c'est toujours 3,5, 3,3 enfants par femme. Les taux de fécondité varient selon les régions. La religion, l'ethnicité peuvent influer, bien entendu. Et aussi, ça c'est très important, les taux de fécondité varient selon les quintiles de richesse. Et lorsqu'on observe souvent dans beaucoup de pays en début de transition, et c'est le cas en Afrique actuellement, c'est qu'il y a des différences importantes suivant les niveaux de richesse dans la population. Et je prends ici l'exemple du Malawi, où je prends les plus pauvres, les 20% les plus pauvres. Ce sont des chiffres qui sont faits à partir des enquêtes de démographie et de santé, en reprenant les biens dont disposent les ménages. Alors c'est fait avec les moyens du bord, donc est-ce que vous avez un toit en tôle ondulée, est-ce que vous avez une toilette, est-ce que vous avez l'eau potable, et en faisant ces calculs, on parvient à voir quels sont les 20% les plus riches, les 20% suivants, etc. Donc on divise la population en 5 groupes de 20%, donc des quintiles, et on voit ici dans le cas de la structure par âge des pauvres au Malawi, en 2010, que finalement 2 choses qui nous frappent. Un, il n'y a pas encore rectangularisation de la base de la pyramide, donc il y a toujours une fécondité élevée et une fécondité avec une pyramide qui s'élargit à la base année après année parce qu'il y a toujours un nombre plus grand de naissances, mais surtout ici pour les hommes et même pour un certain nombre de femmes, on voit que les gens en âge de travailler ne sont pas là parce qu'ils ont migré vers les mines en Afrique du Sud. Donc beaucoup de gens pauvres au Malawi essayent de trouver des ressources économiques en dehors du Malawi. La situation est toute différente en ce qui concerne les 20% les plus riches au Malawi, parce que eux, d'une part, la pyramide est plus régulière, mais bien entendu, on voit déjà qu'elle est fortement échancrée à la base, ce qui signifie qu'il y a déjà une baisse de fécondité plus importante,
parmi les 20% les plus riches. Donc les régimes de fécondité sont différents suivant les revenus et il est toujours dangereux de donner un seul chiffre de fécondité pour un pays parce que les choses sont très complexes au niveau des pays, au niveau des régions, dans les pays et au niveau des différents quintiles de richesse dans les pays. Mais quand on discute avec des chefs d'État ou des ministres des Finances, ils veulent en général un seul chiffre et les démographes sont toujours prêts à leur en donner une trentaine. Et donc ça rend le dialogue politique parfois difficile. Pour revenir à la Thaïlande pendant quelques instants, on voit aussi que la fécondité a fortement baissé et que la croissance économique a fortement augmenté avec évidemment le hiatus de la crise asiatique au début des années 2000, dont vous vous souvenez certainement. Quels sont finalement les facteurs de déclin de la fécondité? Et là, je reprends de nouveau des graphiques qui ont été préparés au Population Reference Bureau, qui maintenant s'investit de plus en plus dans cette question du dividende démographique, et je vous en dirai un mot tout à l'heure. On voit que c'est bien entendu la survie de l'enfant, la survie des enfants de moins d'1 an et des enfants entre 1 et 4 ans révolus ou 5 ans exacts, l'éducation notamment pour les jeunes filles, et ensuite le planning familial. Et alors ça c'est le graphique le plus célèbre que nous avons produit. Ce sont des petits trous dentés qui montrent très bien qu'entre la structure par âge de la population pour arriver au dividende démographique, il faut passer par 4 étapes intermédiaires: l'éducation, la santé, la gouvernance et les politiques économiques. Et donc ce graphique a eu beaucoup de succès parce qu'il est repris, on le voit repris ici et là, mais c'est simplement pour montrer finalement la complexité des choses, pour montrer aussi que ce n'est pas uniquement la transformation démographique qui va amener un dividende démographique, mais c'est également des politiques économiques, des politiques de santé, des politiques d'éducation, la bonne gouvernance, et toutes ces roues dentées doivent se mettre en mouvement pour que la structure par âge puisse finalement amener un dividende démographique. Alors, je continue en terminant cette section sur les dividendes démographiques en essayant de montrer les implications pour les politiques publiques et capter donc un DD, un dividende démographique, requiert bien entendu des efforts coordonnés au sein de multiples secteurs. Ça me semble évident. Il faut renforcer l'éducation et la santé pour les générations montantes afin d'améliorer la croissance économique future. Et il faut aussi que ces investissements en capital humain commencent maintenant si l'on veut capter un dividende démographique plus tard. Donc il y a vraiment cette idée aussi d'une certaine urgence de commencer maintenant pour arriver à un résultat ultérieur. Et ça s'inscrit un faux contre une idée généralement reçue qu'on ne peut pas agir sur les évolutions démographiques, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est une affaire de génération. En fait, en commençant dès maintenant, en mettant en place des politiques, on peut arriver à des résultats sur 5-10 ans, ce qui est déjà mieux que si on ne fait rien maintenant. Il y a un proverbe africain qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans, mais le second meilleur moment, c'est maintenant. Donc il faut vraiment agir actuellement, tout de suite, dans l'urgence. Et chaque pays doit préparer un plan propre à son contexte national. Et les composantes clés, bien entendu, d'un environnement politique propice seraient l'éducation et la santé, les programmes efficaces de planning familial, l'offre d'emploi, parce qu'il faut que les gens qui arrivent sur le marché du travail puissent trouver un emploi rémunéré, ça c'est fondamental, et enfin la bonne gouvernance. Je voudrais dire ici un petit mot, si vous permettez, sur le deuxième aspect, les programmes efficaces de planning familial. Je suis de l'opinion que dans des pays à forte fécondité, où la fécondité désirée est toujours très élevée, même si on fait une offre parfaite de planification familiale, on ne va pas arriver vraiment à enclencher une baisse de fécondité très rapide.
On est actuellement, et vous verrez les chiffres dans l'affiche, dans le poster, on est actuellement à 15-20% en prévalence contraceptive dans la plupart des pays à forte fécondité. Et il y a à peu près 20-25% de besoins non satisfaits, c'est-à-dire des femmes qui souhaitent espacer ou limiter leur naissance d'au moins 2 ans, mais qui n'utilisent pas une méthode de contraception. Pourquoi? Parce qu'elles ont en général peur des effets secondaires, ou bien le mari ou la belle-mère s'y oppose. Et donc, si on parvient à satisfaire ces besoins non satisfaits, je fais un petit calcul très rapide, on arrive à 20 plus 20 ou 25 points de pourcentage, on arrive à 40-45 points de pourcentage, mais on est encore loin du compte pour arriver à la révolution contraceptive qui, elle, requiert à peu près 80% de femmes qui utilisent une méthode contraceptive dans un pays. Alors, il y a un deuxième élément, et ça c'est dans des pays à très forte fécondité, c'est que très souvent les femmes utilisent des méthodes contraceptives, mais elles l'utilisent pour espacer, et pas du tout pour limiter. Et d'ailleurs, au niveau politique, quand on parle à un chef d'État ou à des ministres d'espacer les naissances, ils sont très contents. Mais quand on parle de les limiter, ça ne va plus du tout. En général, on est mis dans l'avion le soir même. Donc, il y a une sorte de tabou pour parler de la limitation des naissances. Ce n'est pas du tout accepté, mais on parle d'espacement parce que ça, c'est bien, c'est la santé des femmes, etc. Mais évidemment, si une femme commence sa vie reproductive à 15 ans et qu'elle espace tous les 3 ans et qu'elle termine vers 45 ans, ben vous faites un calcul, il y a pas mal d'enfants qui vont arriver. Donc il y a là un vrai problème de passer d'un discours un peu convenu d'espacement des naissances à un discours de limitation des naissances. Et on n'y est pas encore dans beaucoup de pays à forte fécondité. Donc je me permets simplement cette remarque. Je suis convaincu personnellement, et c'est un peu sur cela que je travaille actuellement avec des collègues, notamment de la Banque mondiale, d'essayer de proposer des packages ou des projets qui soient à la fois de la planification familiale, de l'éducation des jeunes filles, de garder les filles à l'école, de les marier plus tard. Je pense qu'il faut faire quelque chose de plus novateur que ce qu'on a fait traditionnellement. Et c'est un peu pour ça qu'on est d'ailleurs dans l'impasse dans certains pays, parce que même si on arrive dans un pays à très forte fécondité à commencer à satisfaire les besoins non satisfaits en planification familiale, on ne va pas vraiment arriver à enclencher une baisse importante de fécondité. Et je crois que là, il y a un vrai problème et sur lequel il faut réfléchir, et il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Mais je pense qu'il faudra, dans une certaine mesure, refonder le discours sur la population, et je crois que c'est très important. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des collègues de Berkeley, en Californie, qui travaillent là-dessus et qui ont fait des projets pilotes de nouveau, mais qui ne sont jamais parvenus encore à les faire passer à échelle. Pour terminer cette section sur le dividende démographique, je voudrais simplement attirer votre attention, et vous pouvez prendre note si vous voulez, d'un nouveau site Internet que nous avons lancé il y a quelques semaines et qui s'appelle www, ce qui signifie World Wide Wait, demographicdividends.org. Et le Population Reference Bureau a été chargé par le Gates Institute, qui est un institut de la Fondation Gates qui est basé à l'école de santé publique à Johns Hopkins à Baltimore, de mettre en ligne ce site dans lequel on va essayer de faire une coordination un peu de qui fait quoi dans ce domaine du dividende démographique, parce qu'il y a énormément d'équipes maintenant qui travaillent dans le dividende démographique, et la prochaine conférence sur le planning familial organisée par le Gates Institute aura lieu à Bali en novembre de cette année, et il y aura toute une journée qui sera consacrée uniquement au dividende démographique. Donc ça, c'était le deuxième secteur que j'ai voulu examiner beaucoup plus en détail. J'avais parlé d'abord de la demande sociale dans un premier temps, vous vous souvenez. J'ai parlé ensuite du dividende démographique. Et maintenant, je voudrais toucher à un domaine qui est un peu sensible aussi, mais qui est très à la mode également aux États-Unis, c'est celui de la sécurité.
la sécurité démographique, les structures parages, etc. J'ai toujours dit en boutade que le printemps arabe, c'était de la démographie en action. Pourquoi? Parce qu'il y a un surplus de jeunes, ces jeunes n'ont pas d'emploi et ces jeunes se révoltent. Et j'ai des collègues, moi je ne suis pas du tout spécialisé, mais j'ai des collègues aux États-Unis, notamment Rich Sinkota. Il y a aussi un Norvégien, monsieur Dr Ourdal, qui s'occupe beaucoup de cette question de sécurité démographique. Alors ici, c'est peut-être le graphique le plus important que je vais vous montrer aujourd'hui, et c'est peut-être, je trouve que c'est assez extraordinaire. Donc, ils ont simplement, c'était fait par le Population Action International, qui m'a bien demandé de mettre leur nom sur les diapositives, et ils prennent les populations qui sont âgées de plus de 60 ans, en pourcentage de la population totale, et ici, les populations qui sont en dessous de 30 ans, en pourcentage de la population totale, et vous avez une sorte de gradient de toutes les populations du monde suivant la place où ils se trouvent sur cette échelle. Et donc on voit qu'un pays, par exemple, comme l'Ouganda, est un pays évidemment fort jeune, où il y a très peu de gens âgés. Si vous prenez les chiffres de la fiche du Population Reference Bureau, vous allez voir que dans beaucoup de pays très jeunes, à forte fécondité, on prend le cas du Niger, on est à 50% de la population en dessous de 15 ans, mais on est à 3-4% de la population au-dessus de 65 ans. Donc c'est vraiment, il y a très peu de gens âgés, c'est des pays qui sont très jeunes, qui sont en transition et qui vont, espérons-nous, poursuivre ce processus de transformation démographique. Et ces transitions démographiques, j'ai beaucoup insisté là-dessus, et surtout une transformation de la structure par âge. Et c'est beaucoup plus important, je pense, de le voir comme ça que de le voir comme une croissance démographique importante. Bon, il y a évidemment une croissance démographique qui se produit, mais ce qui est vraiment fondamental, et c'est un peu ça, ce que j'appelle la nouvelle démographie, il y a une nouvelle cuisine, pourquoi pas une nouvelle démographie, c'est la démographie de la structure par âge. Et ce graphique, je pense, montre bien ce changement. Vous voyez, le Yémen, dans tous les problèmes qu'il connaît actuellement, est quand même assez mal loti, parce qu'il est toujours en population très jeune, où il y a plus de 67% de la population qui est en dessous de 30 ans. Alors, il y a plusieurs catégories, il y a des pays très jeunes, il y a des pays jeunes, il y a des pays transitionnels et des pays qui sont en post-transition. Et chaque fois dans ces pays, on voit là les États-Unis qui sont beaucoup plus bas, évidemment beaucoup plus loin dans leur transition, mais chaque fois, on voit ici Haïti qui est encore presque en haut de ce gradient. Et l'idée, donc, c'était de prendre ces structures par âge, de mettre tous les pays, et puis d'essayer de dire, bon, celui-là, il n'est pas tellement bien loti, et il va avoir des problèmes de conflit. Alors, évidemment, il y a des problèmes de définition, parce que, en regardant la structure par âge, et je passe au graphique suivant, et les conflits, quelle est la définition d'un conflit? Alors, ce n'est pas clair du tout. La définition qui a été choisie, c'est de dire un incident, des troubles, des manifestations qui tournent mal, avec au moins 30 morts. Donc 30 morts, vous avez une situation de conflit. Pourquoi pas 50, pourquoi pas 100? Ce sont des questions de définition. Donc ça, c'est la première chose. Et donc la deuxième chose, c'est que l'idée, c'est que 80%, ici vous voyez des nouveaux conflits, dans les 40 dernières années, dans des pays avec au moins 60% de la population en dessous de 30 ans. Et puis finalement, vous voyez les pays qui évoluent et où la structure est très jeune, transitionnelle, et alors moi je l'ai appelé post-transitionnelle ou plutôt mûr, comme ils disent. Et ils ont essayé de montrer, donc c'est le travail de ces gens, comment les structures par âge peuvent se traduire avec des situations de conflit. Alors le gros problème, c'est que c'est le problème de causalité. Parce que j'ai eu l'occasion de faire un compte-rendu de leur livre, ça s'appelait, je pense, The Shape of Things to Come, ou quelque chose comme ça, la forme des choses à venir.
Et je leur ai dit, bon, tout ça c'est très joli, c'est très bien, mais quel est le problème de causalité? Je sais que Guillaume ici s'occupe beaucoup de causalité, ce qui est peut-être le problème le plus épineux en sciences sociales. Et je ne pense pas qu'on ait vraiment réussi à établir une causalité entre structure, parage et conflit. N'empêche, il y a des gens qui disent que si on a un youth bulge, c'est-à-dire un surplus de jeunes, encore là à définir, c'est à peu près, c'est quand les jeunes de plus de 15 ans, de 15 à 29 ans ou de 15 à 30 ans, forment plus de 40% de toute la population au-dessus de 15 ans. Ça, c'est la définition du youth bulge, du surplus des jeunes. C'était le cas de l'Égypte, 42%, juste avant le printemps arabe. J'avais fait le calcul, je me souviens, et on était en Égypte quelques mois avant le début du printemps arabe. Et on sentait que les choses commençaient à bouger. Et alors, de nouveau, la causalité est un problème important, mais bon, Rich Sinkota, qui est un démographe américain qui a beaucoup travaillé avec toute la galaxie de sécurité, etc., aux États-Unis, il a eu son heure de gloire parce qu'il avait prédit le printemps arabe en Tunisie, en disant, voilà, la structure parage, il va y avoir un gros problème en Tunisie, et il a eu raison. Mais on n'a pas toujours raison dans ce genre de travail. Ici, on voit de nouveau les structures parage, et c'est un graphique que j'ai obtenu de Rich, qui me l'a aimablement communiqué. Et on voit que la structure change au fur et à mesure. Et vous voyez les flèches, ici, on est à la structure à droite, au fur et à mesure que l'on avance dans cette transition avec de nouveau le même graphique. Et là, il a ajouté ici pour les États du Golfe Persique sur lequel il avait fait un travail, où là, il y a énormément d'immigration assez jeune, avec relativement relativement peu de gens plus âgés. Et ici, de nouveau, la prédiction du printemps arabe, c'est bon, un petit peu un clin d'œil et en même temps un hommage, parce que Rich a eu beaucoup de mérite quand même de faire ce travail. Et le poursuit toujours, où on voit le changement des structures parage. Vous voyez la Libye actuellement, la Syrie extrêmement jeune. C'est quand même des pays qui ont ce fardeau du poids de la jeunesse. Alors pour terminer sur cette section, je voudrais montrer deux maps-mondes qui viennent également du travail de Rich Sinkota. Et en 2010, vous voyez de nouveau, d'après les 4 pays, jeunes, très jeunes, transitionnels et post-transitionnels, que vous voyez ici, que les pays très très jeunes sont essentiellement en Afrique, en Asie du Sud, Mongolie aussi, mais c'est un pays moins peuplé. Et alors, en passant en 2030, il n'y a pas vraiment un changement fondamental de structure parage dans les pays. Donc si je reviens en arrière, vous voyez qu'il y a quelques pays, notamment en Asie et dans le Moyen-Orient, qui vont entrer dans un schéma qui sera plus avancé dans la transition démographique en ce qui concerne leur structure parage, mais que malheureusement, la question va continuer à se poser pour les pays africains. Je ne serais pas étonné personnellement qu'on assiste un jour à un printemps africain. C'est fort possible compte tenu de la structure parage. Alors ça c'était le troisième secteur, donc après la demande sociale, le dividende démographique, la sécurité démographique. Maintenant je voudrais dire un petit mot de 3 autres secteurs, l'émigration, l'environnement et le problème de l'eau. Et puis je ferai la conclusion. J'aime beaucoup cette photo que vous connaissez sans doute, qui est, ce n'est pas la business class, vous avez remarqué. Le flux de migrants dans le monde, je pense que j'ai dû sauter une slide, je m'excuse. Il y a actuellement dans le monde 232 millions de migrants internationaux.
c'est-à-dire 3,2% de la population mondiale. Ce sont des chiffres qui ont été faits par la division de population des Nations Unies. Et les migrants internationaux, ce sont des gens qui vivent dans un pays autre que leur pays de naissance depuis au moins 1 an, c'est la définition. Et ces chiffres sont en augmentation constante. Ça s'est légèrement tassé dans la croissance, dans l'évolution à cause de la grande récession de 2008. Mais évidemment, c'est en train de se poursuivre et il va y avoir de plus en plus, je pense, de migrants internationaux. Il y avait 75 millions de migrants internationaux en 1975. On est en 2013, ce sont les chiffres de 2013, on se trouve à 232 millions de migrants internationaux. Alors ici, j'ai essayé de montrer le problème des migrants internationaux, c'est que bon, il y a beaucoup aussi d'idées fausses qui circulent sur les migrants internationaux. D'abord, on dit toujours que ce sont les gens pauvres qui migrent, ce n'est pas du tout vrai, ce sont les gens plus aisés qui parviennent à migrer et à entrer dans les filières de migration. Et ensuite, les migrants renvoient en général des transferts monétaires vers les pays d'origine, les fameuses remittances. Et vous voyez ici dans ce graphique que les remittances augmentent de manière très importante, mais que les foreign direct investment, les investissements directs étrangers, sont plus importants mais fluctuent, tandis qu'il y a une certaine régularité dans les transferts monétaires des migrants. Et puis finalement que l'aide au développement, qui est ici en bas, ODA, est beaucoup moins importante. Et dans certains pays, les transferts monétaires des migrants sont même plus importants que les réserves de devises des pays. Donc c'est vraiment une économie importante avec beaucoup de problèmes. Le coût de transfert des transferts monétaires est toujours très élevé. Il y a quelques compagnies qui prélèvent des frais très élevés. Dans certains cas, quand il y a eu la crise de 2008, c'était les pays en développement qui envoyaient des transferts dans l'autre sens vers les émigrés qui se trouvaient dans les pays développés parce qu'ils avaient des difficultés, ils ne pouvaient plus envoyer des transferts monétaires. Donc tout ça est assez fluide, est assez comment dirais-je, varie suivant les cycles économiques, etc. Je sais que la Banque mondiale s'est fortement investie dans ce champ des remittances. Et il y a toute une école qui prétend que la migration internationale est la solution à tous les problèmes que nous connaissons. Simplement ouvrir les frontières, donner des passeports et des cartes vertes à tout le monde, à tous les Haïtiens par exemple, et puis tout va s'arranger. C'est un peu plus compliqué que ça, et on le voit surtout dans des pays de forte immigration, comme c'est le cas actuellement en Europe, où on doit accueillir des immigrants, des réfugiés politiques, et le problème est toujours un problème d'intégration, puisqu'il y a différents modèles d'intégration entre le multiculturalisme ou bien l'accession à la citoyenneté, comme on le fait en France. Et donc il y a vraiment une discussion actuellement, et j'aurai l'occasion bientôt d'assister à une réunion organisée par l'Union européenne qui essaye justement de voir au point de vue démographique, quelles sont les relations possibles entre l'Union européenne et les pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Et une des questions évidemment fondamentales, c'est celle de la migration. Mais je pense qu'il faut aussi, en amont, parler de la question de la fécondité, de la forte fécondité, de la transition démographique dans ces pays-là, sujet qu'on est beaucoup moins enclin en général à adopter. Ici en Grande-Bretagne, j'ai repris quelques diapositives d'une collègue anglaise qui montre que les Indiens, les Pakistanais, les Bangladeshis, les Africains d'Afrique subsaharienne et les Caribéens sont des groupes importants, et ce sont les 5 groupes ethniques les plus importants en Grande-Bretagne. Et là, c'est une photo qui est prise à la sortie d'une école à Londres. Donc ça vous donne une idée de l'impact de l'immigration. Et ici, de nouveau, des données sur l'Angleterre, où on voit que des gens qui viennent, ce sont les pays qui ont plus que 50% de leurs ressortissants qui vivent à l'étranger. Beaucoup de pays des Caraïbes, bien entendu, les Fidji, le Sierra Leone, il y a énormément de pays, même en
en Afrique, le Libéria, etc. Haïti, bien entendu, les îles Cook, il n'y a pas beaucoup de monde, mais tous ces gens-là vivent à l'étranger et des migrations importantes, notamment dans le Pacifique. Auckland, par exemple, en Nouvelle-Zélande, est la ville maori la plus importante. Il n'y a pas de ville maori plus importante qu'Auckland. Donc il y a beaucoup plus de Polynésiens à Auckland qu'il y en a, pour ainsi dire, dans le reste de la Polynésie. Ça, c'est pour la migration. C'est simplement pour vous donner une petite idée à la fois de l'importance du problème de la migration, sa complexité, de ses relations avec l'économie et les transferts monétaires, la volatilité de ces transferts monétaires, et ensuite, et là j'en ai moins parlé, mais également des modèles d'intégration entre le multiculturalisme. Je crois que c'était Angela Merkel qui avait dit que multiculti is kaput, qui avait vraiment un problème de choix de modèles. Et je crois qu'on est en plein dans ce genre de problématique actuellement, notamment en Europe occidentale. Alors j'en arrive maintenant au cinquième secteur que je voulais rapidement passer en revue parce que l'heure tourne et je voudrais quand même avoir un petit temps pour la discussion. C'est celui de l'environnement. Et vous connaissez tous la bombe de population de Paul Ehrlich en 1971, qui était un livre qui avait fait date. Après, il avait fait un deuxième livre. Il y avait d'abord la bombe, et puis la bombe a explosé, c'est devenu Population Explosion. Et dépassement des ressources, des millions de gens vont mourir de faim, il faut faire baisser la fécondité. Et le Club de Rome, en 1972, avait fait Limit to Growth, et c'était également un dépassement et un effondrement, donc gloom and doom in the room. Ensuite, on voit que selon les pays, on a une courbe inversée que je vais vous montrer dans quelques instants, à savoir que dans les pays à revenus faibles, il y a en général peu d'émissions, il y a un impact environnemental qui est modeste, mais il y a des problèmes de déforestation à cause du bois de chauffe dans beaucoup de pays. Ensuite, dans les revenus moyens, il y a des industries plus polluantes, par exemple en ex-Union soviétique, mauvaise utilisation des sols, la mer d'Aral, centrales électriques au charbon, des eaux polluées. Et dans les revenus élevés, il y a des technologies plus avancées pour protéger l'environnement, une urbanisation plus prudente avec de ressources qui sont moindres, mais il y a le problème évidemment récent de la fracture hydraulique, donc le fracking qui permet d'exploiter de nouvelles ressources pétrolières ou gazières, et enfin le recyclage. Et cette courbe ici est illustrée en forme de U dans les différents pays, mais finalement, de nouveau, une idée assez fausse, c'est que que les pays pauvres polluent beaucoup, ce qui n'est pas du tout le cas. Ils sont beaucoup moins pollueurs que des pays plus émergents, et les pays beaucoup plus avancés parviennent à avoir des technologies qui sont moins polluantes. Ça, c'est un premier point sur lequel je voulais insister. Et ensuite, j'en arrive au problème de l'eau, mais je voudrais encore dire un petit mot. Il y a eu un rapport de la Royal Academy à Londres qui s'appelle People and the Planet et qui montre très bien que le problème clé finalement, c'est la conjonction d'une population en croissance, mais avec des niveaux de consommation. Si toute l'humanité commence à consommer comme nous consommons aux États-Unis ou en Europe occidentale, on va évidemment avoir des problèmes d'émissions et des problèmes d'environnement, et que donc il faut trouver un équilibre entre cette croissance démographique et ces niveaux de consommation. À nouveau, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais on a quand même 7,3 milliards d'habitants, on doit encore en accueillir, on va monter jusqu'à 9,6 milliards en 2050. Pour la suite, on ne sait pas très bien où on va. En 2100, on sera peut-être 11 milliards, suivant une hypothèse moyenne des Nations Unies, dont je vous ai parlé hier. Mais il y a de grosses variations, parce qu'un demi-enfant par femme, à terme, peut donner soit 16 milliards s'il y a un demi-enfant en plus, soit 8 milliards
d'habitants, une contraction donc de la population, après un pic qui serait atteint vers 2060-2080, dans le cas où il y aurait 1,5 enfants par femme. Donc ce rapport de la Royal Academy qui avait été fait par un ancien prix Nobel, John Sulston, que vous connaissez peut-être, était, je trouve, assez intéressant et n'a pas eu, chose curieuse, l'écho qu'on aurait pu attendre d'un tel rapport. Ça n'a pas fait la une des journaux et j'étais un petit peu déçu d'ailleurs parce que j'avais eu l'occasion de donner quelques éléments de démographie à John Sulston lui-même à Washington. Et évidemment, quelqu'un qui ne connaissait pas le domaine, mais qui était très curieux et qui voulait faire quelque chose sur population et environnement. J'en arrive au problème de l'eau. Ici, on voit l'utilisation de l'eau par région. Chose curieuse, c'est l'Asie qui consomme le plus d'eau. Évidemment, c'est la partie la plus peuplée du monde. C'est presque la moitié de la population mondiale actuellement, l'Asie, donc on est pas loin de la moitié de la population mondiale. Et comme vous le savez, la Chine, qui est très peuplée, va être dépassée par l'Inde, puisque la transition de fécondité en Inde a été beaucoup plus lente qu'en Chine, et on pourrait même à supposer que certains États du nord de l'Inde n'aillent pas rapidement jusqu'au bout de leur transition de fécondité, avoir une Inde qui serait plus importante, non seulement que la Chine, mais qui pourrait frôler, voire dépasser les 2 milliards d'habitants avant la fin du siècle. On espère que ce ne sera pas le cas. L'utilisation de l'eau par secteur, de nouveau, l'agriculture ici, c'est vraiment la consommation la plus importante de l'eau. Ensuite, il y a les ménages, l'industrie, etc. Mais de nouveau, production agricole qui consomme énormément d'eau. Alors le grand coupable, ça c'était une graphique amusante, c'est les États-Unis qui sont ici au centre avec une consommation annuelle d'eau colossale. Et puis j'ai montré aussi, on est là tout en haut, et ensuite j'ai montré ce qui se passe actuellement en Afrique du Nord et dans la péninsule arabique, où il y a vraiment un énorme problème d'eau, notamment au Yémen, qui est actuellement dans les nouvelles. Alors, quelles interventions peut-on proposer? On peut soit augmenter l'offre en cherchant de nouveaux approvisionnements, en utilisant l'eau de manière séquentielle. Par exemple, l'eau de ménage peut ensuite être utilisée pour l'irrigation, ça se fait dans certains pays, désalinisation de l'eau, mais on peut aussi essayer de gérer la demande en utilisant l'eau de manière plus efficace, en rendant l'agriculture moins dépendante de l'eau, en réallouant l'eau en plus de l'irrigation et de renforcer le pouvoir de gestion des communautés. Donc il y a différentes réponses qui sont faites, mais d'après les collègues que je connais qui travaillent dans ce secteur, l'eau est quand même évidemment, il faut aussi ralentir l'accroissement démographique. L'eau est quand même un des grands sujets, je pense, des 30 prochaines années, avec des conflits de l'eau. Regardez ce qui se passe en Israël actuellement avec la mer Morte, avec le lac Tibériade, avec l'allocation de l'eau aux populations palestiniennes. Enfin, il y a vraiment des gros problèmes qui sont en train de se poser. Alors, petit à petit, on arrive à la conclusion de cette deuxième leçon. J'ai essayé comme vous le savez, de refaire un petit état de la question sur les évolutions démographiques que j'avais eu l'occasion de présenter hier. Par la suite, j'ai fait une réflexion avec vous sur population et développement, les différents secteurs de développement, et j'ai pris 6 secteurs que j'ai essayé de passer rapidement en revue, en insistant beaucoup d'abord sur la demande sociale, mais surtout sur le dividende démographique, c'est-à-dire les dimensions économiques de ces transformations démographiques. Par ailleurs, j'ai parlé beaucoup de sécurité démographique. J'ai passé rapidement sur les migrations, sur l'environnement et enfin sur le problème de l'eau. Et là, je voudrais maintenant vous offrir une conclusion. Donc, c'est des différents secteurs que j'ai passés en revue, sur lesquels j'ai jeté un coup de projecteur plus ou moins approfondi.
Et finalement dire que, et c'est un peu le thème de ces deux leçons, que la population est en effet une dimension cruciale du développement parce qu'elle impacte tous les secteurs, elle exacerbe certains problèmes et bien entendu les modes de consommation aggravent les tensions. Et là je reprends le rapport de la Royal Academy People and the Planet 2012 que je trouve présentait justement la synergie négative qu'on peut avoir entre accroissement démographique et niveau de consommation excessif. Et alors je ne peux pas évidemment terminer sans rappeler mes 3 messages clés que j'avais déjà exprimés hier, à savoir qu'on peut agir sur les évolutions démographiques avec un certain degré d'efficacité et tout en respectant les droits de l'homme. Je vous remercie.